Bonjour à tous et bienvenue à votre journal de la mi-journée sur Afri7 Info. Il s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un meeting du Front populaire ivoirien. À ce rassemblement s'est exprimé Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Il s'est appesanti, entre autres choses, sur la candidature à la présidence du FPI de son père, détenu à La Haye depuis 2011. Reportage. Michel Gbagbo a demandé aux militants du FPI de toujours faire confiance au président Laurent Gbagbo. Il a remercié les aînés fédéraux qui ont lancé l'appel à Mama pour la candidature de son père à la présidence du parti. Michel Gbagbo ne cache pas sa volonté de soutenir ces fédéraux qui ont porté leur choix sur l'ex-président. Par ailleurs, il se propose de rassembler un grand nombre de cadres. Le président Gbagbo incarne l'unité, la cohésion, le rassemblement et la stabilité du parti, a-t-il indiqué. Au Nigeria, les échos parvenus des conditions de détention des otages aux mains de la secte islamiste Boko Haram sont plus qu'alarmants. Un nouveau rapport publié hier lundi par Human Rights Watch fait état du traitement horrible des femmes et des filles enlevées par ces islamistes. Des précisions avec Alex Mokhtar. Le nombre de personnes enlevées depuis 2009 dépasse les 500 personnes et les enlèvements se sont intensifiés au cours de la dernière année, tant et si bien qu'en mai 2013, le Nigeria a décrété l'état d'urgence dans les zones où la secte Boko Haram est la plus active. Human Rights Watch a également publié la vidéo de certains de ceux qui ont réussi à s'échapper. Les entretiens catalogués ont permis de montrer les souffrances endurées par les filles aux mains de leurs ravisseurs. Plusieurs d'entre elles ont été contraintes de supporter la violence physique et psychologique, le travail forcé et le viol, ainsi que d'être forcées à se marier et à se convertir à l'islam. Le rapport de 63 pages est basé sur les entretiens avec plus de 46 témoins et des victimes d'enlèvement de Boko Haram. La situation au Burkina Faso devient de plus en plus tendue depuis l'annonce de la révision constitutionnelle devant permettre à Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, de briguer un nouveau mandat. Reportage. Des échauffourées ont éclaté mardi matin au Burkina Faso à quelques heures d'une grande manifestation nationale de l'opposition pour dénoncer une prochaine révision constitutionnelle qui permettrait le maintien au pouvoir du président Compaoré. La gendarmerie a chargé un groupe de quelques dizaines de jeunes qui avaient dressé durant plusieurs heures des barricades sur la principale route du pays, la nationale 1, qui relie Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. Les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes sur les protestataires qui ont riposté par des jets de pierre. Toutefois, la gendarmerie a indiqué n'avoir procédé à aucune interpellation et ne déplorer aucun blessé. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a annoncé à Saint-Louis la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur le riz local dans le souci que ce secteur connaisse un essor et atteigne les objectifs d'autosuffisance en riz fixés à l'horizon 2017. Claver Boni. Le président Macky Sall, qui a entamé lundi une tournée aux relances économiques dans la vallée du fleuve Sénégal, a dans son intervention évoqué une solution éventuelle à la prime fixe sur l'électricité. Il estime cependant que cette mesure ne doit pas nuire à la Société nationale d'électricité Sénélec et a promis de voir ce qu'il faut faire au bénéfice de la grande majorité par une subvention pour régler ce problème soulevé par certains producteurs. Par ailleurs, le président Macky Sall a réaffirmé sa volonté de booster le secteur agricole pour atteindre les objectifs fixés en matière d'autosuffisance en riz. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a fait une annonce révélant que l'armée française va renforcer temporairement son dispositif dans le nord du Mali. Et ce parce que la force de l'ONU, la MINUSMA, tarde à s'y positionner. Le reportage de Claver Boni. Le nord du Mali est fragilisé parce que la MINUSMA n'a pas été au rendez-vous au moment où il le fallait, raison pour laquelle les forces françaises vont prendre le relais à Tessalit en particulier de façon intérimaire, a déclaré Jean-Yves Le Drian au retour d'une visite à Bamako. La France a annoncé jeudi qu'elle allait y renforcer ses moyens militaires, en partie redéployés ces derniers mois vers d'autres régions du Sahel en raison d'une recrudescence d'actes terroristes qui ont visé notamment les contingents tchadiens et nigériens de la MINUSMA. Il s'agit d'actes résiduels, mais on sent une volonté des groupes armés terroristes de reprendre un peu des positions. C'est dû en grande partie au fait que l'acheminement d'armes par la voie du sud de la Libye est devenu de plus en plus conséquent, a souligné le ministre de la Défense. La Guinée continue d'intensifier ses efforts dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Le Premier ministre guinéen Mohamed Saïd Fofana a inauguré lundi un nouveau centre de traitement Ebola à Fort Caria, localité située à une trentaine de kilomètres de la frontière sierra-léonaise. Reportage.
Le nouveau centre a été construit pour soulager la pression sur les établissements de santé à Conakry, où la majorité des patients Ebola suspects ont à voyager pour le traitement. Le docteur Antoine Perrin du ministère français de la Santé a déclaré que les nouveaux patients touchés par Ebola et leurs familles seront diagnostiqués et traités dans le nouveau centre. Notons que suite à l'appel lancé par le président Alpha Condé la semaine dernière, les médecins retraités ont décidé de s'impliquer dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée pour prêter main forte et partager leur expérience avec les jeunes travailleurs de la santé et autres bénévoles à travers le pays. Rappelons que selon l'OMS, le virus Ebola a infecté plus de 10 000 personnes et tué près de la moitié d'entre eux, la grande majorité au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé OMS a annoncé lundi que le nombre de cas d'Ebola a passé le cap des 10 000 personnes infectées et a fait au moins 5 000 morts. Le porte-parole de l'OMS a aussi relevé la pénurie de lits dans les centres de traitement d'Ebola, obligeant de nombreuses personnes infectées à rester chez elles. Reportage. L'Organisation mondiale de la santé OMS a confirmé lundi que le nombre de cas d'Ebola ont dépassé la barre des 10 000 personnes infectées, causant au moins 5 000 morts. Le porte-parole de l'OMS, Tarik Yazarevich, a déclaré qu'un manque de lits dans les centres de traitement d'Ebola oblige de nombreuses personnes infectées à rester chez elles. Suite au délai obligatoire de 21 jours de mise en quarantaine des travailleurs de santé revenant d'Afrique de l'Ouest, annoncé par le gouverneur de New York vendredi, Tarik Yazarevich a mis en garde contre la stigmatisation des travailleurs de la santé qui ont soigné des victimes d'Ebola. L'OMS a aussi réagi à l'apparition du premier cas d'Ebola au Mali en mettant en garde contre la propagation de la maladie dans ce pays qui possède des frontières plus que jamais poreuses avec la Guinée au vu des nombreux déplacements des populations. En marge de la fièvre Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, l'ONU a annoncé une épidémie de choléra qui fait rage au Niger avec déjà un bilan de 51 morts. Cette épidémie touche 4 des 8 régions du pays. Reportage. Une épidémie de choléra fait ravage actuellement au Niger et touche 4 des 8 régions du pays. C'est ce qu'a indiqué l'ONU. 51 personnes sont mortes de la maladie au Niger sur quelques 1365 cas officiellement recensés depuis le début de l'année. Des actions de riposte sont en cours pour contenir la maladie et éviter l'émergence de nouveaux foyers, a assuré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Aux États-Unis, une seconde adolescente blessée dans la fusillade de Seattle, qui a eu lieu le vendredi dernier, est décédée dimanche. Victime de blessures importantes, elle avait été hospitalisée et était dans un cas critique avec une autre lycéenne. Mais la patiente a succombé à ses blessures. Cette fusillade pose à nouveau le problème de la place des armes dans la société américaine. En marge du débat qu'il suscite, l'entreprise Yardam a inventé une technologie capable de contrôler les armes à distance via le smartphone. De plus amples détails dans ce reportage de Noélie Richard. Le droit de porter une arme est inscrit dans le second amendement de la Constitution américaine et il est difficile d'en contrôler la circulation. Près de 310 millions d'armes à feu seraient actuellement présentes sur le territoire américain, comme le rappelle la société Yadarma. Les dramatiques événements qui ont eu lieu ces derniers mois, notamment la tuerie de l'école maternelle de Sandy Hook, ont changé la donne. La société Yadarma a donc lancé son programme Safety First qui permet aux propriétaires d'armes à feu de les contrôler à distance grâce à des capteurs installés sur le pistolet, eux-mêmes reliés au smartphone de la personne. Ces capteurs avisent le propriétaire lorsque l'arme est manipulée ou déplacée. Ils permettent aussi d'activer ou désactiver à distance la gâchette de l'arme directement depuis le smartphone. Cette technologie révolutionnaire va être mise également à disposition de la police afin de savoir à quel moment les agents de police ont besoin d'aide. Ouvrons la page économie de ce journal avec la compagnie ivoirienne d'électricité du groupe Eranov qui a publié ses résultats du premier semestre 2014 s'achevant au 30 juin. L'entreprise déclare pour cette période de référence un chiffre d'affaires global de 214 milliards 43 millions de francs CFA, fruit combiné d'une hausse des ventes d'énergie en Côte d'Ivoire, plus de 12% d'une part, et de la hausse des tarifs de l'éclairage public d'autre part. Reportage. Selon la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, la principale entreprise du secteur électrique en Côte d'Ivoire, la croissance de 12% résulte principalement du dynamisme de l'activité économique avec une croissance de la consommation de 8% et de l'amélioration du rendement de distribution. Néanmoins, la compagnie accuse un léger recul de 2% de ses ventes à l'international. L'entreprise explique cette situation par la hausse de la demande locale. Elle pense que l'arrêt de la centrale thermique à gaz d'Azito, début juin
2014 et l'insuffisance de gaz en sont des causes. L'annonce semble avoir un impact sur les performances boursières de l'entreprise. Les titres de la CIE continuent de progresser sur la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA basée à Abidjan. La Commission européenne a sommé la Grande-Bretagne de s'acquitter de sa contribution au budget européen le 1er décembre prochain, faute de quoi elle écoperait de pénalités. On en sait davantage dans ce reportage. La Grande-Bretagne risque des pénalités si elle refuse de s'acquitter de sa contribution au budget européen le 1er décembre, a averti la Commission européenne. La contribution britannique pour 2014 a été rallongée de 2,1 milliards d'euros avec la prise en compte des chiffres révisés du PIB du Royaume-Uni. Parallèlement, celles de la France et de l'Allemagne doivent baisser respectivement d'1 milliard et 780 millions d'euros. La Grande-Bretagne ne payera pas les 2 milliards d'euros à quiconque le 1er décembre et nous rejetons le montant de ce paiement. Nous allons nous battre par tous les moyens possibles, a déclaré le Premier ministre britannique devant le Parlement. À présent, parlons sport. Au championnat NBA, le vendredi a vu la fin de la pré-saison. Le tapis rouge est à nouveau déballé pour la saison régulière 2014-2015 qui débutera ce soir avec comme rencontre de choc San Antonio Spurs versus Dallas. Le reportage d'Alex Mokhtar. Après la pré-saison qui s'est achevée vendredi, place maintenant à la saison régulière 2014-2015 qui débutera ce mardi soir avec en affiche le derby texan San Antonio Spurs-Dallas. Si les caméras seront braquées sur ce match, elles le seront aussi sur les Lakers de Kobe Bryant qui font leur comeback et seront opposés aux Rockets de Houston avec un Dwight Howard tout aussi confiant. Une autre et dernière rencontre est prévue pour cette soirée d'ouverture, Orlando Magic-New Orleans Pelicans. Le ministère public d'Afrique du Sud a annoncé ce lundi qu'il fera appel du verdict de culpabilité et de la peine de 5 ans de prison infligée à Oscar Pistorius à l'issue du procès. Rappelons que l'athlète paralympique a été inculpé d'homicide involontaire pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp. Reportage. L'affaire Pistorius continue de faire des remous. Reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 5 ans de prison ferme pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp la semaine dernière, Oscar Pistorius comparaîtra à nouveau devant un tribunal. En effet, le parquet sud-africain a annoncé lundi qu'il faisait appel du jugement et de la condamnation de l'athlète paralympique. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni sur cet appel pour l'instant, mais durant le procès, le juge Thokozile Masipa avait estimé que les preuves étaient insuffisantes pour conclure à un meurtre. Oscar Pistorius a assuré pendant le procès qu'il pensait avoir tiré sur un intrus. Terminons ce journal par la lucarne showbiz. Chris Brown est décidément un bon ami des tribunaux. Après une série de démêlés avec la justice, il a comparu à nouveau à la cour de Los Angeles le vendredi dernier. La star américaine avait écopé précédemment de 3 jours de travaux d'intérêt général. Il en est à présent à 4 jours. On en parle dans ce reportage. Chris Brown a respecté les règles de sa probation depuis cette dernière démêlée avec la justice, mais sa peine a été augmentée. Le vendredi 24 octobre 2014, la star américaine s'est rendue à la Cour de justice de Los Angeles pour un rapport concernant son comportement depuis l'affaire d'agression envers son ex Rihanna en 2009. Le chanteur qui effectue déjà 3 jours de travaux d'intérêt général par semaine va désormais en faire 4. D'après un magazine américain, c'est dans l'unique but que Chris Brown puisse finir sa peine avant la fin de sa probation en janvier 2015 que celle-ci a été augmentée. Du courage Chris, c'est presque fini. 7e dans le classement Forbes des hommes les plus influents du monde et à la tête d'une fortune estimée à plus de 21 milliards d'euros, le roi d'Arabie Saoudite a fait un cadeau faramineux à la hauteur de ses avoirs à sa fille à l'occasion de son mariage. Plus de détails dans ce reportage. On peut dire que c'est un père heureux de donner la main de sa fille en mariage. Père de 15 fils et de 20 filles, Abdallah Ben Abdulaziz, le roi d'Arabie Saoudite, a offert à l'une de ses filles une robe de mariée estimée à près de 1 500 000 euros, soit 984 millions de francs CFA. La robe unique en son genre a une forme pyramidale. Le roi Abdallah Ben Abdulaziz a aussi offert à sa fille des toilettes en or pur. Comme on le constate, le bonheur de sa progéniture n'a pas de prix aux yeux de la 7e personne la plus influente au monde. Qu'en sera-t-il alors pour ses autres enfants lors de leur mariage? Nous attendons de voir. C'est ici la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur notre plateforme.